Bonjour à tous, bienvenue à cette toute nouvelle émission du Blaireau et du Corbeau. Cette semaine, au menu, on a deux thématiques fort intéressantes et bien sûr d'actualité. Notre première thématique, qui est plutôt politique, va concerner le capitalisme, les inégalités sociales et économiques et le socialisme et le communisme. Donc, le capitalisme, quel est son lien avec les inégalités sociales et économiques? Est-ce qu'il les cause? Est-ce que ce ne sont pas plutôt des mécanismes s'articulant autour du capitalisme qui causent les inégalités? Est-ce que la solution serait le socialisme, voire le communisme, pardon? Donc, on répond à ces questions-là, on donne notre opinion. Et ça risque d'être fort intéressant, car c'est quand même un sujet qui est manipulé beaucoup et quand même controversé ces temps-ci. Deuxième thématique, on va parler de crimes passionnels, donc on s'oriente vers de la psychologie de couple. Les crimes passionnels, on en voit beaucoup dans les médias dernièrement et même au Québec. Qu'est-ce qui mène un couple à se rendre à ce point-là, à ce stade-là? Qu'est-ce qui mène un individu à tuer sa douce moitié? Donc le lien amour-haine, est-ce que ce sont deux choses complètement différentes ou finalement un petit peu plus rapprochées qu'on pense? Les implications sociales des crimes passionnels, donc les répercussions que ça peut avoir sur la famille, donc la femme et l'homme, les considérations sociales vont être différentes, que ce soit une femme ou un homme qui émettent le crime. Alors voilà ce qui est au menu cette semaine. J'espère que vous allez apprécier cette émission. Alors, je vais te laisser commencer, mon cher. Parle-nous de la première thématique, le capitalisme. Peut-être nous définir ça brièvement pour certaines personnes pour qui ça serait pas clair. Alors, capitalisme, inégalité sociale et économique et communisme et socialisme. Bonjour, bonsoir à tous. En fait, le capitalisme, pour dire très simplement, c'est un système économique, pas politique, naturel, d'où les humains possèdent des choses. Oui, la propriété privée est le socle sacré du capitalisme. Je peux posséder une usine, une maison, je peux posséder un terrain. Voilà. Alors que plutôt le communisme, c'est détenu par l'État. Les choses sont détenues par l'État, les usines, les moyens de production. Donc c'est finalement l'inverse. Et la plupart du temps, le communisme s'articule autour de régimes totalitaires, un parti unique, une personne au pouvoir, un dictateur, alors que finalement, on parle d'un système politique. Pourquoi le système capitaliste est un système purement économique? Bien parce qu'il tourne autour de la nature de l'humain. Et l'humain, bizarrement, aime ça posséder des choses, pas en étant fétichiste ou pas en étant matérialiste. Non, parce que on aime savoir notre terrain, on aime savoir nos choses et de les protéger. C'est normal, étant un primate qu'on est, du moins, on l'était, mais il y en a qui le sont encore. Puis oui, je suis absolument biaisé. J'aime pas le communisme. Il y a une quarantaine de pays qui en ont souffert et il y en a plusieurs encore qui en souffrent encore. C'est une maladie. Système politique qui est bien intentionné. Bon, on va redonner la propriété de production aux ouvriers, on va faire des usines coopératives, etc. On va redonner le pouvoir au peuple. Mais en 1917, en Russie, on a fait une révolution. Et cette révolution-là avait comme prémisse, on va donner le pouvoir aux soviets. C'était quoi des soviets? C'était des assemblées constituantes d'ouvriers. Et finalement, on a donné le pouvoir à un parti. Un parti unique qui a supprimé toutes les autres. Et c'est devenu une des pires formes de totalitarisme qu'on a connues. Le capitalisme, c'est pas un régime politique. Ce n'est même pas un régime point. C'est une structure complètement naturelle qui découle du fait qu'avant, c'était les rois qui possédaient les terres et les seigneurs. Ensuite, c'était les bourgeois, les gens qui possédaient des commerces, qui possédaient tout. Et maintenant, c'est n'importe qui sur Terre qui peut posséder. Je vais un petit peu me faire l'avocat du diable et je vais tenter d'adopter une perspective des gens qui défendent le socialisme ou le communisme. On peut aussi parler de socialisme, là, on s'aventure souvent dans le communisme pour dire que c'est evil, mais il y a quand même le socialisme là, qui est une version un petit peu moins intense. Donc moi, comment je perçois ça, c'est que ceux qui sont plutôt du côté du communisme et qui sont anticapitalistes, puis qui ont une haine viscérale envers le capitalisme. Là, on voit de plus en plus de gens comme ça.
ils disent, ou en tout cas ils prétendent que la liberté individuelle ne doit pas empiéter sur l'égalité, ne doit pas jouer un rôle malsain auprès de l'égalité des gens. Donc, est-ce que la liberté individuelle vaut plus que l'égalité sociale? C'est peut-être ça qui veulent amener comme point de vue. Et tu connais très bien ma position sur le capitalisme, on se ressemble à ce niveau-là. J'essaie juste vraiment là, de m'immerger dans cette vision un petit peu plus socialiste de la société et j'essaie de voir comment ces gens-là perçoivent justement les droits de l'individu. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui encourage le succès personnel et je considère aussi que le capitalisme ne connaît pas de limites. On crée notre propre succès et puis les inégalités sociales et économiques, à mon sens, résultent d'une panoplie de facteurs. On ne peut pas attribuer ça au capitalisme. C'est une conclusion complètement précipitée et émotive. Il y a beaucoup plus de mécanismes que ça qui entrent en jeu. Donc, on aurait pu dire dans le passé que j'avais une approche un petit peu plus socialiste, une façon un petit peu plus socialiste de penser, mais j'ai découvert avec le temps que le capitalisme n'est pas ce evil trend-là qu'on pense. Puis voilà, c'est vraiment viscéral du capitalisme, comme je disais, qui s'installe. Puis on croit que toutes les misères du monde sont dues au capitalisme, donc pauvreté, inégalité sociale, on souffre à cause du capitalisme, puis ça finit plus. En même temps, je dirais pas qu'il y a de plus en plus de gens qui croient ça. On n'est plus dans les années 60 ou 70, ou même dans les années avant un printemps érable, entre guillemets. J'ai tellement ce terme-là, c'est épouvantable. C'est une insulte au peuple du Proche-Orient, alors que c'est une question de vie et de mort, alors que nous, c'était sur des frais de scolarité. Bref, je ne veux pas parler de ça, mais plutôt que il y a eu des gens dans la période plutôt hippie qui se voulaient collectivistes, anarchistes, communistes. Aujourd'hui, c'est de plus en plus médiatisé, ça c'est sûr et certain. Donc on a l'impression que la grande gauche est de plus en plus populaire. Moi, je ne croirais pas. Les gens commencent à trouver ça de plus en plus caricatural. Puis en même temps, je vais rajouter que finalement, le capitalisme, c'est une réalité. Le communisme, c'est un idéal. On a parlé, c'est quoi la différence entre le socialisme et le communisme? C'est que le socialisme est transitoire. On a besoin d'une dictature du prolétariat, évidemment les ouvriers qui deviennent dictateurs, et bref, c'est un parti unique. Donc les républiques socialistes soviétiques ou les républiques populaires ou républiques démocratiques comme on a déjà entendu parler, c'était des dictatures socialistes. On disait que c'était des communistes, puis là les communistes disaient non, c'est pas du communisme, le communisme ça s'est jamais fait, puis bon. Donc, le communisme c'est un idéal. Donc, on veut supprimer les classes sociales. Quoique, y en a-t-il vraiment? Des classes sociales, plus autant qu'avant. Tu avais le prolétaire qui souffrait sur une chaîne de montage et qui vissait une vis pendant 10 heures ou 12 heures et qui allait prendre une bière à la brasserie, qui s'aliénait. Tu avais le bourgeois, le petit bourgeois qui était artisan. Tu avais le moyen bourgeois qui était cadre dans une industrie. Tu avais le grand bourgeois qui était finalement les grandes banques, comme les Rockefeller ou les Rothschild. Puis tu avais l'aristocratie qui était en diminution, c'est-à-dire les rois et reines du monde. C'est plus ça du tout. Un prolétaire aujourd'hui gagne pas mal plus. La journée de 8 heures est instaurée, la semaine de 40 heures libre, le salaire minimum aussi. Bon, c'est pas à cause nécessairement du capitalisme. Le capitalisme roulait naturellement parce qu'il s'est enfargé dans l'aristocratie et ça a fait en sorte que les syndicats sont arrivés là où ils étaient vraiment utiles et se sont défendus. Puis c'est à cause de ça qu'on a des bonnes conditions de travail. J'aurais une petite question pour vous, mon cher. Est-ce que tu crois qu'on vit réellement dans une société qui a des inégalités sociales et économiques si accentuées et si consolidées qu'on ne peut point en sortir? C'est-à-dire que si on est pauvre, on le demeure. Si on est dans une telle minorité, il y a des bonnes chances qu'on ne puisse pas accéder à la richesse. Est-ce que c'est un complet mythe? Donc un mythe complet où on peut vraiment s'actualiser, on peut vraiment s'enrichir. Est-ce qu'on est confiné dans nos caractéristiques socio-économiques où on peut vraiment profiter du capitalisme et justement accéder à la richesse? D'abord, je te dirais qu'il y a un grand dilemme. Le libre arbitre,
la façon dont on peut choisir des éléments qui composent notre vie, et le déterminisme, c'est-à-dire que dépendamment de ta classe sociale et ton niveau d'éducation et tes gènes, etc., ça fait en sorte que ta destinée est caractérisée par ces vecteurs-là, et dans le fond, tu ne choisis pas vraiment. Moi, je te dis, certaines personnes peuvent choisir plus que d'autres. Donc, je mettrai un élément de nuance. Là, on fait de la petite philosophie là, de comptoir, là, mais je pense que, oui, il y a des inégalités, et je les espère. Oh! Même les capitalistes ne diraient pas ça. Et non, pas les communistes non plus. Mais je pense que ça prend une certaine souffrance pour comprendre à vivre. J'ai bien dit comprendre à vivre. C'est-à-dire la somme de nos expériences, qu'elles soient voulues ou non, puis où on peut vraiment situer là, c'était de ma faute, fait en sorte que, oups, excusez, j'ai accroché le bouton, j'étais rendu à 59 secondes, je ne peux pas enregistrer plus qu'une minute, qui est moins il se barre. Alors je dis que, oui, la nature fait en sorte que il y a des choses qui se remplacent et des choses qui s'ajoutent. C'est pas simpliste de dire ça, parce que c'est le calcul, une somme de réflexion que je me suis fait dans ma vie. Je pourrais dire c'est la faute de l'autre, ou c'est complètement de ma faute. Il n'y aurait jamais vraiment d'extrême. Alors, si on parle de capitalisme, on dit, bon, mais je vais travailler pour obtenir ce que je veux. Bon, je veux faire un bac maîtrise. Bon, je finis mon bac, je commence ma maîtrise, je vais me faire des contacts, je vais travailler pour ça, je vais faire en sorte que la somme de mes efforts, c'est d'être le moins paresseux possible, va faire en sorte que je vais avoir mieux, avoir une meilleure job, une meilleure carrière. Je pense que tout est dans la nuance. Je pense que douleur et souffrance, on en a besoin dans notre vie, sinon on ne comprend pas grand-chose. À toi la parole, ma chère. Oui, je suis assez d'accord avec toi, bien sûr, et c'est sûr que la partie de déterminisme dont tu parles, je le vois bien, je le conçois bien. Il y a des familles dans lesquelles tout ce qu'on leur a appris à l'enfance, c'est qu'ils ne pouvaient pas réussir, ils n'ont pas les ressources cognitives justement pour penser au succès. On pense de façon linéaire de ce qu'on a vu dans notre famille, de ce qu'on a compris, de ce qu'on nous a inculqué justement. Donc, parvenir au succès, c'est un mindset qui n'est pas nécessairement présent dans toutes les familles. Puis, je peux comprendre un petit peu la notion de je suis confiné dans une telle classe socio-économique, mais s'il y a des cas qui s'observent de gens qui avaient tout pour ne pas réussir et qui réussissent, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un déclic qui se fait, et ça doit se faire de façon individuelle. Donc, on a quand même chacun une possibilité, aussi mince soit-elle pour certaines personnes, de réussir, d'être heureux, de trouver notre façon là, de parvenir au succès. Succès étant notre perception personnelle de notre succès, donc c'est pas pareil pour tous. J'ai une autre petite question pour toi. Je vais t'amener dans une autre direction, mais toujours par rapport au capitalisme. Vous remarquerez, chers auditeurs, que je commence toujours de façon très professionnelle et à mesure que l'émission avance, je ne sais pas pourquoi, mon cher Corbeau me rend très 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 redneck. Je me mets à parler comme une vidange. Je ne sais pas pourquoi, c'est totalement naturel et c'est involontaire. Donc, excusez-moi, je vais reprendre mon ton de radio. J'aimerais savoir, mon cher Corbeau, où tu situes l'État, là c'est une opinion personnelle que je te demande, l'intervention étatique dans l'économie, donc dans ce cher capitalisme, est-ce que ça aide ou ça nuit à la cause? Donc là, c'est sûr que cette question-là manque beaucoup d'informations, manque beaucoup de précision, mais de façon globale, l'État devrait se situer où au niveau du capitalisme? Si on laisse le capitalisme aller, est-ce que ça va donner quelque chose d'équilibré ou bien on a besoin d'un minimum d'intervention étatique? Donc voilà, la parole est à vous. Comment ça, je te rends redneck pis vidange? C'est ça? Moi, j'ai toujours le même ton. Non, c'est pas vrai. Quand je vais m'expliquer, je me concentre, je force, puis là, je dis des mots, là, ça se structure, puis après ça, on fait ça comme ça. Mais en fait, excusez-moi, l'État est où? Ben, écoute, on est assez syntonisés tous les deux. Je me disais, bon, on a oublié de parler de l'État là-dedans. L'État était fait pour quoi? Pour justement venir en aide aux plus démunis, aux pauvres, etc., aux gens qui se coupaient les deux jambes pendant la Première Guerre mondiale, etc. Bon. Où est l'État? Elle était, pour dire simple, elle était pour aider. Elle était pour soutenir
Aujourd'hui, est-ce qu'elle fait la même chose? Plus tôt, on parlait sur Facebook de la technocratie, on parlait aussi de l'État-providence. Bon. Aujourd'hui, elle est rendue comment, cet État-là? Est-ce qu'elle est rendue trop démesurée? Ou justement, elle est rendue plus petite à cause du néolibéralisme? Bon, pour certains, on dirait qu'elle est trop petite puis elle se désenclave de gros problèmes. Puis pour d'autres, elle devient de plus en plus grosse et se désenclave des petits problèmes. Bon, les taxes, nos impôts servent à payer les fonctionnaires, servent à payer aussi le système de santé, les choses qui sont nationales. Mais pourquoi l'État? Pourquoi l'État? Bon, la police, les routes, etc., on en faisait presque une religion. Dire, s'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de route, etc. Là, je sonne un peu comme un libertarien qui s'en va pour dire, oui, mais on peut laisser ça au privé. On peut laisser ça aux autres de construire. Ben voilà. Moi, ma conclusion par rapport à cette question-là, c'est que l'État est rendu beaucoup trop grosse pour ce qu'elle devait être. Un support, un structurant, une république. Hein? On voulait une république, on voulait un système parlementaire, on voulait, bon, tout le monde occidental qui est articulé dans un régime politique ou autre. C'était ça au début. C'était pour faire participer les citoyens honnêtes et ordinaires à l'élaboration d'une société puis à la structurer. Ben, de moins en moins. De moins en moins de monde vote, de moins en moins participe à la structure politique. Essentiellement, c'est tous des avocats. C'est-à-dire, excusez-moi, là, mais c'est ça le cas, là. C'est pas des vendeurs de chars, c'est pas des chauffeurs de taxi, c'est des avocats. C'est une classe en particulier. Alors, on dirait que l'État est de plus en plus séparé de l'individu. C'est ça que je critique au sein de l'État. Oui, ta critique est plutôt juste. Par contre, il y a des extrêmes, bien sûr. Sur les internets, on en voit de toutes sortes. La haine de l'État, la haine du gouvernement. On est des moutons de la société, ou bien la corruption, on en voit de toutes sortes. C'est pas moi qui dis ça, là, je cite. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une limite, justement, à concevoir l'État comme le diable incarné et de voir qu'il y a des implications au niveau de la société qui sont quand même légitimes? Donc, il faut atteindre un juste milieu. En effet, il faut considérer les débordements de l'État et il faut aussi considérer que son rôle est encore d'actualité, puis il y a des besoins là, qui sont encore très présents. Je me suis emportée un petit peu. En fait, j'ai une autre question pour toi qui va te rendre dans un état d'esprit assez particulier. Tu vas avoir des neurones qui vont rien comprendre. Peut-on être de droite et être contre le capitalisme? Et peut-on être de gauche et être pour le capitalisme? Oh là, oh là là là. Ta question est tout assez claire. Je sais pas, les neurones ne spinent pas tant que ça. Moi, je te dirais clairement, on peut être de gauche et être pour le capitalisme, mais pour encadrer le capitalisme, c'est-à-dire, par exemple, avoir une approche keynésienne, tout simplement pour dire très simplement que l'État a des choses à faire dans le domaine de l'économie, réglementer certaines choses dans l'industrie, bon. Ou de droite, non. Non. De droite et être contre le capitalisme. Bon, on entend l'extrême droite, on en a parlé dans plusieurs émissions. L'extrême droite, bon, est contre le capitalisme. Mais il y a le mot droite dedans. Ouais, mais je pense pas que c'est de la droite. Comment ça se fait que l'individu, au contraire de l'État, l'individu qui peut être avec lui-même, qui veut du succès, etc. Mais quand on est d'extrême droite, on est contre la mondialisation, au même titre que d'être d'extrême gauche. Et de droite, en étant anticapitaliste, je ne croirais pas. Parce que finalement, c'est l'individu, c'est la liberté, c'est au contraire bon de la gauche que c'est plus collectif, c'est plus communautaire, on s'entraide, etc. Bon, en étant pas biaisé, là, on essaie de situer, oui, la gauche et la droite, tout ça, très sincèrement. Mais les citoyens s'en foutent de plus en plus de la gauche et de la droite. Ils voient l'État comme, mon Dieu, l'État, c'est la corruption. Tu l'as dit dans ton message. De plus en plus, tu vas entendre des gens qui parlent de corruption, mais s'il y a de la corruption, c'est parce qu'il y a un État. La corruption, c'est parce qu'il y a des pots de vin. C'est parce que les petits amis du pouvoir sont ensemble et se donnent l'argent à l'un et à l'autre. Y a-t-il de la corruption dans le privé? Ben non, ça leur appartient, c'est privé, donc c'est individuel. On pourrait dire aussi qu'il y a des grandes entreprises, des multinationales qui
engagent des lobbies, c'est-à-dire des groupes de pression, puis qu'entre deux rencontres politiques, ben, ils disent, bon, tu peux-tu parler de moi dans ton projet de loi? Puis bon, il y a des pots de vin, puis comme dans toute société occidentale ou orientale, il y en a de la corruption. Mais, à proprement pour dit, sans pouvoir, il n'y en a pas de corruption. Donc, si on constate que le capitalisme implique possiblement des phénomènes comme la corruption et possiblement aussi la pauvreté, là, on met beaucoup de choses sur le dos du capitalisme, est-ce que ces enjeux-là valent le capitalisme et la liberté? Est-ce qu'au final, ça vaut la peine d'être libre et de vivre ces problématiques-là? Moi, je dis que oui, absolument. Par contre, ça n'implique pas de ne pas se soucier de ces problématiques-là, ça n'implique pas de ne pas chercher de solutions pour les réduire, idéalement. Mais encore une fois, c'est de vivre dans un rêve, dans une utopie, que de croire que des enjeux comme la corruption, comme la pauvreté, comme les inégalités sociales, les inégalités économiques, que ça n'existerait pas. Ben, encore une fois, c'est une utopie parce que la population, les humains, ça existe des problématiques, puis on peut pas s'en sortir, on peut pas vivre dans un monde parfait. Et le communisme qui tente de se rapprocher d'un monde parfait, il nous démontre que ça échoue, lamentablement, quand on essaie de tant contrôler le monde, de tant contrôler les violences, et ben ça devient pire que ce qu'on espérait au final. Et là, à parler d'enjeux comme ça et de problématiques de pauvreté, de corruption et à presque rendre ça légitime, on a l'air de deux privilégiés qui parlent puis qui ont des privilèges, hein? Si on parle de ça et si on est pro-capitaliste, si on est pro-liberté économique, écoute, on est des privilégiés. Tu sais, je suis blonde et toi t'es blond aussi, et aux yeux de certains, on n'a pas d'affaire à dire ça, hein? On est élitiste, on peut pas se permettre de dire ça. Écoute, on n'a pas vécu dans la misère, supposément, nous autres, là, fait que... on est qui? Dis-moi ça, on est qui pour dire ça? On est qui? C'est fou à quel point on peut passer pour des méchants, justement, à parler de la liberté économique et du capitalisme, et ça donne l'impression, pour certaines personnes, qu'on se fout complètement des inégalités, des enjeux sociaux, alors que c'est pas le cas du tout, là. On pourrait traiter des enjeux et de comment les réduire et tout, mais... pour certains, aux yeux de certains, être pro-capitalisme, c'est être pro-misère dans le monde. J'ai dit je suis blonde et toi t'es blond. Je voulais dire je suis blanche et toi t'es blanc. Qu'est-ce que ça fait qu'on soit blond? Ça n'a pas rapport. Je rectifie le tir. Nous sommes deux blancs privilégiés. Je suis faussement blond, c'est de la teinture. Tada! Magie du cinéma. Mais je suis privilégié pour une chose, par exemple, parce que j'ai eu de bons parents. Et on ne choisit pas notre famille, on ne choisit pas dans la nation où on est, ça c'est clair. J'aurais pu naître en Ouganda en 1823, et bon Dieu que c'est le fun de... Hein? Voilà, c'est ça mon privilège. Non, je suis un travailleur, je veux dire, je paie mes impôts, puis je travaille dans un petit dépanneur, puis je suis pas né dans une famille très très aisée, mais on a toujours eu du pain sur la table. Puis oui, dans quelque sorte, je suis un peu privilégié. Que je sois blanc en Amérique du Nord, est-ce que je suis plus privilégié qu'un noir en Amérique du Nord? Ça dépend où. Non, mais c'est vrai que si tu es un noir, un Afro-Américain qui vit sur le bord du Mississippi, à côté d'une église baptiste majoritairement blanche, ça peut que oui, effectivement, soit moins privilégié. Ça peut que, oui, il y a une prépondérance chez la communauté afro-américaine qui tend vers la criminalité et qui sont pognés là-dedans par le plus quelconque des hasards. C'est pas un hasard, non, c'était déterminé, oui. Ils sont moins privilégiés. Maintenant, est-ce qu'un noir est absolument non privilégié par rapport à un blanc? Non. Non. Il y a des noirs qui réussissent très bien dans la vie. Et je pense pas que c'est le taux de mélanine dans ton sang qui fait en sorte que tu as une coloration plus foncée, qui fait en sorte que tu es plus enclin à vivre des injustices. Parce que, là, on parle de privilège racial. De un, je ne crois pas qu'il existe des races, mais qu'il existe une seule race. C'est anthropologique. Mais le blanc arien, ça n'existe pas, l'arianisme. C'est de la merde. Écoute, les seuls ariens qui peuvent se dire ça, c'est pas des bons ariens, mais c'est plutôt
des Irano-Perses. Il n'y a pas tant d'Irano-Perses en Allemagne en 1933. Bon, ceci dit, tout le monde peut vivre des inégalités, et de par notre richesse et tout. Le dicton, on dit souvent, j'aime mieux rire sur mon Bessic que pleurer dans ma Ferrari. Je veux dire, tu peux être riche, puis être complètement seul, surtout si tu ne prêtes pas à tes amis, ou très riche avec des amis extraordinaires, comme très pauvre, vivre à Cuba et rire en fumant le cigare. Mais non, c'est une version très romancée, très romantique de la vie, là, mais je veux dire, voilà. Check-moi bien la transition douteuse que je vais faire jusqu'à notre deuxième thématique. Tu parlais d'être seul et de pleurer en étant riche, mais moi je vais dire être seul et pleurer parce qu'on a tué notre douce moitié. Donc, abordons le thème des crimes passionnels. C'était dégueulasse ce que je viens de dire, c'était pourri. Je vais m'améliorer dans mes transitions, vous allez voir. Quoique j'aime faire des liens qui n'ont pas de bon sens. J'aime l'accent circonflexe, les sourcils en accent circonflexe des gens quand je fais des liens. Donc du coq à l'âne, là, comme on dit, toi tu le disais si bien, là, de la marmotte à je sais pas quoi. Donc mes coqs à l'âne sont incroyables, incroyablement poches. Donc crime passionnel, ici, bon, c'était une belle bulle ça, belle petite bulle, mon lemming il a juste arrêté de courir. Donc les crimes passionnels, on va aborder ça simplement parce que dans l'actualité, on a eu justement au Québec une jeune femme qui s'est fait tuer par son ex-conjoint et ça a été très très médiatisé à cause du fait que le dit conjoint a mis des vidéos sur Facebook. Alors les crimes passionnels, ils sont particuliers, c'est particulier en société de pouvoir voir ça justement, avoir un accès pervers à ça sur Internet. Donc je sais pas trop comment entamer ça. Toi, comment tu perçois ça, la vision qu'on a des crimes passionnels et cet accès malsain-là qu'on a à cause de Facebook à l'après-coup aussi des crimes passionnels? Est-ce que l'amour, est-ce que la haine, ce sont deux choses complètement différentes ou est-ce que la haine se rapproche de l'amour? Par là, je ne veux pas rendre légitime le crime passionnel, loin de là, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de haine dans chaque relation et certaines personnes qui sont plus souffrantes que d'autres peuvent se rendre justement à l'homicide parce qu'elles aiment trop, ou en tout cas pas trop aimer, là, c'est pas un amour qui est sain, mais parce que leur passion, justement, prend une tournure assez drastique. Donc, on veut posséder l'autre, on veut pas que l'autre nous quitte, on est incapable de supporter le fait de vivre sans l'autre. Il y a plusieurs raisons là, à des crimes passionnels, mais souvent c'est ça, c'est qu'on ne tolère pas le fait de perdre l'autre et on va aller jusqu'à tuer l'autre, à terminer sa vie pour que l'autre nous appartienne. C'est un lien étrange, justement, là, à l'amour. Mais est-ce qu'on tue par amour ou on tue tout simplement par folie, justement? Terminer sa vie, c'est beau ça comme adage. Mais tu disais, on tue sa douce moitié, est-ce que ça se peut plus que ce soit sa rude unité? En tout cas, bref, non, je leur dirai pas celle-là. Tout d'abord, on dit un crime passionnel, parce que ça relève de la passion, hein? C'est ça, c'est l'amour et la haine sont collés ensemble. C'est l'indifférence qui est finalement un sentiment complètement différent. En fait, c'est pas un sentiment, c'est rien du tout. La haine, on peut vouloir aimer, puis ce vouloir aimer-là se traduit en haine. Il y a une dame, je me souviens plus son nom, elle a tué son mari qui la battait pendant 35 ans, je sais plus trop quoi, en France. Et elle a fait... Les médias se sont emparés un peu de cette cause-là, au même titre que le président a accordé sa grâce, le président de la France. Alors, on l'a blanchi. Quand un couple se chamaille plus qu'autrement, parce que l'autre vient comme complètement détruire le seul tertre confortable de territoire qui nous reste, lorsque c'est plus on endure l'autre qu'autrement, où l'autre va tromper son mari ou sa femme et la folie vient embarquer directement, paf, elle sort son gun, lui sort son gun, puis il envoie dans le fond. Mais c'est pas drôle, je ris, là, mais en tout cas, je ris de la façon dont je l'ai dit, envoyer dans le fond. En tout cas, mais à quel point on va dans la folie? À quel point? Mais ce qui est particulier, c'est que tu as moins de chances de pogner une grosse peine de prison si tu tues ta conjointe que si tu tues ton voisin. Meurtre au premier et au deuxième degré. Premier degré, ça serait on prépare son meurtre, on va assassiner quelqu'un.
on va préparer le coup. Alors que finalement, le deuxième relève plutôt du crime passionnel, hein, justement. Crime passionnel aussi, on peut tuer son conjoint qui est en phase terminale et qui souffre, hein, parce que l'euthanasie n'est pas légale. C'en est un autre. Et c'est un crime. C'est un crime selon la loi. Est-ce que, bon, moralement, éthiquement, c'est discutable? C'est une autre histoire. Alors que finalement, on va tuer sa conjointe parce que l'autre l'a trompé. Là, il y a une folie qui embarque. Pow! Ah ouais, la carabine 22 dans le fond. Tu sais, c'est ça les deux crimes passionnels qu'on entend le plus. Le Journal de Montréal ou encore Allô Police traite notamment de ces choses-là et de toutes les façons que ce soit de tuer son mari, de tuer sa femme, ou tuer sa blonde, son chum, regarde, c'est pas juste des gens, des conjoints de fait aussi, là. Excusez-moi, j'ai une bulle d'air. Alors, voilà, je te relancerai la question, à quel point on peut être atteint de folie aussi momentanément et d'avoir l'idée de tuer son être aimé ou son être plus aimé, tout dépendamment d'où c'est rendu dans la relation. Moi, je te dirais que je dénote deux catégories d'individus qui vont se prêter à l'homicide, qui vont se rendre jusqu'à l'homicide. On a la personne, c'est totalement subjectif ce que je vais dire, je vais faire ma petite psychologue là, à 2 cents. Donc, on a l'individu impulsif. L'individu là, qu'on caractérise justement passionnel, de passionné, dans le sens très très négatif du terme. Donc c'est un individu qui va avoir de la difficulté à se contrôler. Dans le cas où c'est un homme, on va avoir des signes précurseurs. Bon, il va peut-être utiliser la violence verbale, violence instrumentale, donc il va peut-être battre sa femme aussi, mais c'est un individu qui va être impulsif dans ses comportements et qui va tuer de façon passionnelle et qui va regretter immédiatement le geste et qui va alterner entre le regret et le contentement d'avoir fait ce geste-là. Donc, l'individu impulsif va commettre un crime passionnel, mais il y a aussi l'individu plus calme et posé. Je pourrais rapprocher ça là, du fait d'être psychopathe, donc des caractéristiques d'une personnalité antisociale, qui va considérer le conjoint ou la conjointe comme une possession, donc comme un objet dans sa vie, un objet qui est possédé. Et puis justement qui va commettre le crime, lorsque soit l'objet va l'avoir déçu, soit l'objet il va vouloir que ça soit à lui ou à elle à tout jamais. Donc c'est une personne qui va à ce moment-là commettre un meurtre au premier degré à mon sens. C'est une personne qui va songer à son meurtre, qui va commettre le crime, donc qui va tuer son conjoint ou sa conjointe pour que ça soit sa possession de façon permanente, donc qui sent que la conjointe part tranquillement, le délaisse ou la délaisse. Donc on a ces deux types d'individus-là qui vont commettre des crimes dits passionnels, là. Et bien sûr, l'homme a plus tendance à être le type antisocial, donc le type qui songe réellement au meurtre avant de le faire, et on a la femme qui est plus impulsive. Mais ça, c'est pas coulé dans le béton. Et j'ai une question à te poser, bien sûr. Moi, je me demande, en fait, je sais déjà la réponse. La femme et l'homme, les considérations sociales sont différentes. Tu l'as si bien démontré tout à l'heure lorsque tu as donné l'exemple de la femme qui tue son mari. C'est une femme qui se faisait battre. Donc, on a tendance à pardonner à la femme beaucoup plus rapidement qu'à l'homme. Et ça, c'est un avantage que la femme va avoir. Si une femme tue son mari ou tue son conjoint, on pense tout de suite au fait qu'elle était victime dans l'histoire. Qu'en penses-tu? Tantôt, je parlais d'être coulé dans le béton, mais justement, ça c'est plus premier degré lorsque la mafia décide de se faire payer autrement, mais non, ben oui, ben écoute, à ça, je te dirais, est-ce qu'elle est vraiment privilégiée? Est-ce que le système fait en sorte aussi, le système judiciaire fait en sorte qu'il y a des peines moins lourdes avec les femmes qu'avec les hommes? Je me prononcerai pas là-dessus, je sais pas, faudrait que je demande à mes amis qui sont avocats ou qui sont dans le domaine du droit. Ben oui, je veux dire, un homme, voyons, ça se fait pas battre par sa femme. Non, il existe des femmes, des hommes battus, en fait, évidemment. Il y a des couples homosexuels aussi. Écoute, c'est l'un puis c'est l'autre. La violence est partout. Elle est dans les couples comme elle est à l'extérieur des couples. Ta question étant assez particulièrement difficile à répondre, je me dirais, là, je vais laisser un guess. Je vais dire que... Ouais. C'est dur à répondre. Tu m'envoies pantois. Ouais. Ouais, c'est pantois.
pour faire ricochet à ce que tu disais au deuxième degré, la personne est impulsive, la personne est passionnée. C'est moi ça, Colin. C'est moi, je suis impulsif. Je suis passionné. Mais je tue pas mon chum. Non. Je tue pas les gens autour de moi. J'aurais bien trop peur de me faire retirer ma liberté. Ou du moins passer par quelque chose d'excessivement facile. C'est tellement facile de prendre un couteau de cuisine ou une masse de 20 livres ou de tirer sa blonde son chum dans les escaliers. Je trouve que c'est tellement facile de succomber à cette idée-là. Mais pourquoi les gens ne succombent pas à l'idée de terminer la vie de l'autre? C'est pas juste parce qu'ils ont peur de se faire mettre en prison, c'est qu'ils réfléchissent, ils ont des inhibitions, et ça fait en sorte qu'on n'agit pas sur le coup. Hein? On réfléchit. La plupart du monde réfléchissent, en fait. Et lorsque l'accumulat d'une relation de 30 ans, qui s'endure plutôt qu'ils s'aiment, et qui ont été mariés quasiment de force, il est où le point de rupture? Pas le point de rupture, c'est-à-dire la rupture. Parce que, oui, quand tu meurs, tu n'es plus forcément avec l'autre. C'est comme... c'est plus vraiment variable. Mais oui, le point de rupture entre une personne qui décide... décide-t-elle de faire cette chose-là? Tu sais, on parlait du système judiciaire et de plus en plus on en parle. Voyons donc, c'est soit un loup solitaire, soit il était malade et la maladie explique tout. Donc, forcément, ils vont avoir des peines moins sévères. Et là, les gens sont en beau joie le vert par rapport à ça, puis ils disent que le système judiciaire n'a pas d'allure. Mais je pense qu'on devrait mettre une petite nuance là-dessus. Ah, absolument, ça c'est un autre débat à part entière. Le fait d'être non criminellement responsable pour cause justement là, de problèmes de santé mentale, ça peut être la psychose ou peu importe. Les gens ne saisissent pas la portée d'une psychose, la portée d'un état qui n'est pas un état normal. Donc, être complètement désorganisé, c'est possible. C'est quand même difficile d'établir au niveau de la loi, oui, juridiquement parlant, là, lorsqu'on a un procès, la population fait pression pour que la personne ait une peine maximale. Surtout, je voulais justement t'amener ça, là, c'était mon prochain point. Surtout lorsqu'on a quelque chose d'odieux, de dégueulasse, un crime qui est moralement inacceptable. Si on reprend le fameux cas, le triste cas de Guy Turcotte et de ses enfants, c'est pas un... Ben oui, c'est un crime passionnel en quelque sorte, mais ce n'est pas la femme qui a été tuée finalement. Là, on a instrumentalisé les enfants. C'est malheureux. Oui, c'est épouvantable, mais est-ce que l'homme était en pleine possession de ses moyens? Ça, c'est discutable. Puis ça m'amène à pas à te poser la question, mais à émettre justement une réflexion là-dessus. Les gens ont tendance à vraiment catégoriser, hein, aux yeux de la société, un médecin, quelqu'un qui a un poste, une fonction qui est perçue comme étant haut gradé ou ben, digne de succès, ben, ces personnes-là sont censées être organisées. Si elles ont un emploi, si elles ont une carrière qui est prestigieuse, ça veut dire qu'elles ont la personnalité qui va avec. Puis ça, Guy Turcotte, c'est bien la preuve que n'importe qui, je dis bien n'importe qui, peut avoir des problématiques de santé mentale. Et il y en a qui sont très, très, très prétentieux avec ça, qui se disent à l'abri de tout ça. Non, moi, je suis en santé, il n'y a pas de chance que j'ai un problème de santé mentale, mais c'est complètement faux. Il peut y avoir un événement traumatique dans une vie, une personne qui a aucune prédisposition génétique à la maladie mentale, qui peut se ramasser à faire une psychose. Ça se peut, c'est complètement possible, donc personne n'est à l'abri d'un problème de santé mentale. Et justement, on l'a vu avec Guy Turcotte, là, c'est malheureux, c'est terrible, mais un homme comme Guy Turcotte, justement, pour son procès, a eu la pression de la société pour avoir la peine maximale. Je ne sais pas à quel point ça a joué justement sur son procès. C'est assez intéressant de se dire que la population joue un rôle dans les procès maintenant. Et par rôle, je veux pas dire que ça influence le verdict nécessairement, mais consciemment ou inconsciemment, oui, ça va influencer ce qui va se produire. Puis là, c'est vraiment pas une influence directe, là, c'est plutôt selon les perceptions et les cognitions, même auprès de ceux qui vont être impliqués dans le procès, donc les professionnels, les avocats, les procureurs et tout. Donc, la perception sociale et la pression qu'on fait lorsqu'il y a des crimes aussi odieux, ça a des répercussions là, en cours, donc durant le procès. Je sais pas ce que tu veux rajouter là-dessus, là. Guy Turcotte, c'est un cas assez lourd. Je voulais l'amener parce que c'est
C'est un aspect intéressant du crime passionnel lorsqu'on instrumentalise les enfants. Intéressant, malheureux, là, mais intéressant tout de même. Je vais rajouter deux choses, en fait. D'une part, je dirais, les juges sont des techniciens. La magistrature étant des techniciens, ils font appliquer la loi. Ils font appliquer la loi et au bon sens de ceux-ci, ils appliquent des peines qui sont multiples. Mais en même temps aussi, la deuxième chose que je voudrais rajouter, c'est que au même titre que les gens qui s'émouvoient, qui réagissent fortement à une injustice, c'est-à-dire les cas de pédophiles qui n'ont pas eu assez de peine de prison, un meurtrier, puis le fait que, bon, ces mêmes gens-là sont aussi enclins à développer des maladies mentales, développer une impulsivité ou un choix qui n'est pas absolument choisi. Vous voyez, un peu, l'impulsion, c'est ça. Hein? On ne choisit pas absolument le choix. C'est un peu circulaire, mais non, mais en tout cas, vous comprendrez. Et c'est eux, imaginons une société civile qui s'articule seulement avec aucune structure. Et le premier voleur qu'on voit, ben on lui coupe la main. D'œil pour œil, dent pour dent, sans aucune preuve. Ça serait beau à voir. Donc imaginons un tueur qui n'a pas tué et que finalement on applique la peine de mort. L'injustice viendrait pas plus des techniciens que des foules aux prises des passions qui se déchaînent parce que ont vu une injustice et réagissent tellement fortement que la réflexion n'est plus. Vous avez juste besoin de regarder les commentaires de n'importe quel, le Journal de Montréal, on parle souvent de ça, mais Radio-Canada, n'importe quel filtre de nouvelles, de médias sur Facebook ou dans les réseaux sociaux, là, on le voit, là. Les gens qui réfléchissent pas. T'as pas besoin non plus d'avoir une maladie mentale pour pas réfléchir. C'est ça la nuance aussi. Oui aussi, quand on parle de folie, là, ma définition propre, personnelle, je sais pas si ça accorde avec les discussions que j'ai eues avec des amis, mais la folie, c'est la perte de sens, mais aussi plus gravement que ça, c'est la perte de gestion des points de repère. C'est complètement perdu. Tu as perdu à la carte. Hein? On dit ça souvent. Hey, tu as perdu à la carte. C'est ça. Tu perds tes repères. Et quand il y a une perte de repères, ben, on essaie de le chercher. Et le cerveau, il cherche lui aussi. C'est une machine incroyable. J'ai cherché la dame qui avait tué son mari d'une 60aine d'années. C'était Madame Jacqueline Sauvage, qui avait été graciée par le président. Tu vois, moi, je vais différer un peu de ce que tu viens d'émettre par rapport à la folie. La folie peut ne pas être une si grande perte de sens que ça, mais plutôt une teneur irrationnelle, une perte de contact avec la réalité telle qu'on la connaît. Parce que, je vais prendre en exemple la schizophrénie, qui est une maladie mentale qui est assez intéressante. Justement, la schizophrénie, lorsqu'on a un individu schizophrène qui est dans une période de psychose, ses repères vont être là à quelques occasions, c'est-à-dire qu'il va avoir une quest, un but, il va avoir une perception de la réalité qui est tout autre, mais qui fait du sens à ses yeux. Souvent, on entend là, Dieu m'a parlé ou le diable m'a parlé, j'ai telle chose à faire, je dois tuer, bon, dans de rares cas, là, parce que la schizophrénie n'est pas associée au meurtre, contrairement à ce qu'on croit là, collectivement. Mais un individu en psychose va parfois avoir un lien logique à ses yeux entre ses croyances et entre ses symptômes, donc des hallucinations auditives, visuelles, etc. Donc, la folie n'est pas nécessairement la perte de sens, mais soit le fait de retrouver un sens qui n'est pas conforme à la réalité, ou soit effectivement une perte de sens, comme tu le disais. Donc, la folie, c'est un petit peu un mot péjoratif pour certains, là, parce qu'on s'entend que c'est chargé historiquement. Quelqu'un de fou, on entendait ça avant, puis on avait notre image dans la tête, et actuellement, dire quelqu'un est fou, on se fait regarder de travers, là. Mais je comprends ce que tu veux dire par la folie. Moi, je vois un petit peu plus ça comme la psychose et l'hystérie, là, de la façon que tu le conçois. C'est particulier, les femmes qui tuent, c'est une dynamique intéressante et quand même assez différente de l'homme qui tue. L'évolution de la personne qui va commettre le crime est quand même différente. Mais il y a des femmes qui sont evil,
Attention, on a des femmes psychopathes aussi, c'est pas exclusif aux hommes. On a des femmes qui sont assez dangereuses et on le voit souvent dans les émissions de crime. On n'est pas toutes roses et fraîches et vulnérables. Oh non, 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 non. Ouais, t'es une femme dangereuse, puis tu défends ta folie. Ah! Les Karla Homolka de ce monde, là, je le rappellerai que Karla Homolka était avec un conjoint à l'époque qui est assez spécial et ils ont ensemble tué des jeunes femmes, dont la sœur de Karla Homolka. Fait que venez pas me dire que cette fille-là a tué sa sœur par simple peur de son conjoint. Il y a quelque chose d'extrêmement malsain dans l'histoire de Karla Homolka. Bon, les avis sont mitigés selon quoi elle était totalement assujettie à son chum. Mais pour en venir à tuer ta propre sœur, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et les femmes qui sont psychopathes, c'est encore plus épeurant qu'un homme, je trouve. Je sais pas pourquoi, ça fout la chienne, hein. Écoute. Moi, une femme dangereuse et je pile sur la queue de mon chat et je pleure pendant une demi-heure. Puis je le prends dans mes bras puis je le rassure. Je pile sur la queue de mon chat et je pleure puis je le rassure. T'imagines-tu à quel point je serais moumoune pour faire quoi que ce soit de violent? Un homme ou une femme qui tue, en autant que je les croise pas, ça va là-dessus. La finalité est la même, maintenant le moyen est différent. Au même titre que les suicides, écoute, on se fera pas docteur Mayou non plus. J'ai pas suffisamment de connaissances en psychiatrie ou en psychologie ou en psychanalyse. Je laisse ça à d'autres. Mais c'est plutôt les impressions que j'en ai bâties sur mon empirisme et mes expériences. C'est ça en fait essentiellement notre émission. On se veut pas d'être des spécialistes, on est des étudiants. Nos professeurs nous disent « Ah oui, en tant que politologue, vous devez décrire la scène. » Non! On n'a pas de doctorat, OK? Puis en même temps, on aurait un doctorat, on n'aurait aucune publication, on ne serait pas politologue non plus. Bon, ceci étant dit, je veux dire, une femme ou un homme, oui, même dans la manière dont les suicides sont faits, hein, c'est aussi une perte de repère, en tout cas, la folie. Se tuer, c'est une folie, ben il faut être fou pour se tuer. Hein? C'est fou se tuer. Voyons donc. La vie est tellement belle. Donc, je fais un gros raccourci intellectuel, là. C'est assez simpliste, là. Je veux dire, je ne vais pas décrire le suicide aussi simplement. Déjà que j'ai beaucoup de mes amis qui en sont décédés de cette façon-là. Je ne veux pas pleurer sur mon sort, mais c'est tellement complexe. Le suicide, c'est se tuer soi-même. Le meurtre, c'est tuer quelqu'un d'autre. C'est quoi qui différencie, finalement? Ben, c'est notre analyse un peu judéo-chrétienne de la société. Si on est dans une société où cette culture-là existe encore, c'est parce que les valeurs morales qui sont attachées fait partie de notre éducation. Donc forcément, se tuer soi-même, on dirait que c'est quasiment plus épeurant que tuer quelqu'un d'autre. Ou tout dépendamment de la personne aussi. Et la manière dont on tue, il y a Félix Leclerc qui chantait il y a une 50aine d'années de ça, la meilleure façon de tuer quelqu'un, du coup j'écouterai ça mané, temps perdu. Sa conclusion, c'était de lui enlever son travail, là, mais bon, c'est sûr que tu perds ta job, tu vas au casino, tu perds au casino, tu perds ta femme, tu perds tes enfants, tu te tues après. Bon, ça c'est une pente fatale extraordinaire. C'est une bonne façon de se tuer, en tout cas. Si tu avais une belle job, si c'était la seule chose qui te tenait en vie, on en rit, mais on n'en rit pas pantoute, là. C'est quand même somme toute dramatique. Puis aussi, tu sais, on pourrait, au lieu de se tuer, virer complètement ma boule, faire des braquages de banque aussi. Je veux dire, c'est limité, c'est minoritaire. Pas tout le monde fait ça, heureusement, mon Dieu. On entend souvent nos grands-parents dire « Ah, il n'y en avait pas dans notre temps. » Ben, il n'y en avait pas ou il y en avait peu, mais du moins, il y en a de moins en moins de meurtres. Et même si, au Québec et au Canada, je parle, vous regarderez les statistiques, les recensements sur les meurtres, etc. Preuve à l'appui. J'ai pas le URL, mais bon, en tout cas, cherchez, vous allez trouver. Mais c'est drôle parce que plus c'est médiatisé, plus on en parle, plus on en crie, plus on entend des coups, plus qu'on pense que finalement il y a juste de ça. Exactement comme les attentats terroristes, on pense qu'il y en a de plus en plus. Mais oui, il y en a de plus en plus. C'est pas le lien que je veux faire, mais bon. Vous voyez, quand un sujet est médiatisé, on a l'impression qu'il y en a de plus. C'est ça que je veux dire. OK? Excusez-moi. Excusez-le.
tueuses excusez. Oui, l'effet biaisé des médias sur la quantité là, d'une problématique ou d'incidents, mais le fait est que les suicides, là, si on revient à ça, oui, ça a augmenté. Effectivement, ça a augmenté. Et euh, c'est pas présent ailleurs en Occident. Ben, ça l'est, mais ça l'est beaucoup moins. Puis ça, j'ai vraiment, là, c'est un concept qui me rentre pas dans la tête. Je sais plus qui a dit ça, mais le suicide, c'est un privilège occidental. C'est vraiment une façon tordue de le voir, là. Mais on se suicide beaucoup en Occident et les causes à ça sont multiples, les théories là-dessus aussi sont multiples. Mais comment ça se fait qu'on se tue plus en ayant plus? On n'est jamais satisfait en fin de compte en disant on, c'est sûr que je prends tout le monde, là, c'est ouais, un petit peu beaucoup simpliste, mais c'est quand même fou de se dire qu'on se suicide plus dans les endroits où on a accès à plus, où on est plus privilégié, où on est plus riche, plus industrialisé, plus de technologie, etc. Le suicide est une affaire de privilégiés. C'est épouvantable. Là, on est vraiment dans le deep subject, vraiment très sombre, et on va essayer de remonter la pente un peu. Euh, pour les prochaines semaines, pour les semaines à venir, là, on est en fin de session, mon cher. On achève l'école et on va avoir plus de temps devant nous. En tout cas, supposément. Et on se monte une équipe actuellement, justement, pour structurer nos cerveaux déstructurés. C'est-à-dire que le Corbeau et moi, on est fous. On est fou à notre façon, pas assez pour tuer des gens, mais on a des idées plein la tête et on est incapable d'être structuré ensemble. On n'est pas pire, là, on se débrouille, mais on a besoin de structure, on a besoin d'une équipe et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On développe un team pour pouvoir nous amener vers des horizons plus loin et plus organisés. Donc, avant de terminer, mon cher Corbeau, j'aimerais savoir... Pour cet été, qu'est-ce que tu aimerais explorer? Est-ce qu'il y a des thématiques qui te viennent en tête qui pourraient être intéressantes justement à exploiter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois justement? Qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines émissions? J'y réfléchis en même temps que je te le demande. C'est sûr qu'on a toujours un volet politique et un volet social, mais pourquoi pas élaguer sur la psyché collective, hein? La psychologie des foules. C'est plus facile de faire de la socio. Oui, c'est plus facile de faire de la socio. Avec la sociologie des mouvements sociaux, la politique, oui, c'est plus facile que faire de la psychologie. La psychologie, on en fait plus souvent de comptoir qu'autrement. Je dis pas nécessairement nous, mais bon. On est fou, effectivement, on est fou. On tue personne, sauf qu'on se tue à l'ouvrage. On se tue à notre fin de session, puis on se tue entre un quart de nuit puis des cours de jour, effectivement. Ça peut nous tuer, hein. La fatigue fait bien des choses. Mon cerveau étant meurtri, et pas meurtrier. Mais qu'est-ce que... J'aimerais parler aussi de politique française, peut-être. Pourquoi parler de présidentielle française? Ben, c'est dimanche, le premier tour des élections. Et il y a pas mal de choses à expliquer là-dessus. Demain, ça te tente-tu qu'on parle d'élection présidentielle? Juste pour dire que c'est très important. Parce que la France est une des premières républiques européennes. C'est tellement compliqué. C'est à ceux qui nous parlent, à ceux qui nous écoutent, c'est le jour pour la nuit en comparaison avec le Québec. En France, ils ne font que ça parler de politique. Ils fument une clope, ils boivent un café sur les Champs-Élysées, ils vont parler de politique. Il y a des plateaux télé, un peu comme tout le monde en parle, par exemple, On n'est pas couché, ça s'appelle comme ça. Il y a 4 ou 5 artistes, il y a un politicien, ils vont parler de politique pareil. Donc, un pays qui a 5 républiques, qui a eu 2 monarchies, qui a eu 2 empires, qui a eu une dictature. Écoute, le pays a plus ou moins 1000 ans, pas dans la même forme qu'on le voit, mais la France, c'est du compliqué. Et pourquoi parler de ça? La France, on n'a rien à foutre, hein? Pourquoi on a parlé des États-Unis autant on parle de nos élections fédérales? Ben, c'est parce que ça nous touche en même temps. La France, autant que l'Union européenne, autant que les États-Unis, sont des partenaires. On vit dans un monde mondialisé où on est de plus en plus proches les uns des autres. On a élu un Trump. Moi, je l'ai pas élu, puis ce serait pas le mien non plus. On a élu un Trump à la tête des États-Unis. Pourquoi? Ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'on va élire une Marine Le Pen, candidate de droite identitaire?
Est-ce qu'on va élire Macron? Est-ce qu'on va élire Hamon? Bon, c'est toutes des personnes qu'on va peut-être en parler lors de nos prochaines émissions, peut-être demain, ça dépend. Ça dépend de vous, ça dépend de moi. Et ça dépend de notre cher Blaireau, que voici, que voilà. Alors bon, je ne veux pas juste parler de présidentielle française, là, je veux dire, ça serait clair dans le maudit de faire juste ça. Il y a tellement de sujets, écoute, tous les deux, on a une infinité, une kyrielle de discussions qu'on peut avoir, autant sur la politique, autant dans le domaine social. Pourquoi ces choses-là, on en parle? Parce qu'on les juge importantes. Bon, les gens n'ont pas nécessairement le même intérêt, il y a des gens qui s'en foutent, il y en a des gens qui ignorent. On voit souvent la caricature, que pensez-vous de l'indifférence et de l'ignorance? Je sais pas, et je m'en fous. C'est ce qu'on voit. C'est-à-dire, au même titre que les journaux, au même titre que les radios, on est un média aussi. Pourquoi? Parce qu'on parle, parce qu'on discute, parce qu'on débat. Tout le monde fait ça. Sans le savoir, et même on s'en fout pas plus qu'un autre. Les gens s'en foutent pas nécessairement. Ils disent qu'ils s'en foutent, mais c'est pas le cas. Alors c'est ça. C'est pas mal ça. Hein? Oh, j'ai pas mal plus parlé que toi, là. Et on est rendu à 1, 2, 3 minutes. Ouf! À toi la parole! C'est bien intéressant tout ça et tu m'as donné une idée de génie. À chaque fin d'émission, on va setter immédiatement, de façon improvisée, nos sujets de la prochaine émission. Donc, dans la prochaine émission qu'on va enregistrer prochainement, on va parler justement des élections françaises, la politique française. Ça va être notre sujet politique. Et je vais devoir faire mes devoirs parce que je ne m'y connais pas beaucoup. Fait que tu vas me faire ouvrir des livres puis checker sur les internets. Et moi, j'ai envie de setter immédiatement le sujet plus sociologique, plus psychologique dont on va traiter. Donc, moi, j'aimerais que dans la prochaine émission, on parle du genre. Ok, je me sens evil as fuck, là. Le genre. Le construit social du genre, il y en a-tu 2 ou 364? On a-tu homme-femme, non-binaire, hélicoptère, ou c'est ça, on a juste 2. Alors, on a une panoplie de choses, de trucs qu'on pourrait parler par rapport au genre. Et je suis énervée, là, je mange mes mots, comme j'ai juste envie d'en parler tout de suite. Donc, conception du genre, conception contemporaine du genre, ça ressemble à quoi? Et la politique française. C'est ça qui est au menu pour la prochaine émission. Là, il est rendu 4h du matin, les amis, il est temps que j'arrête de parler puis que j'aille finir mon chiffre de nuit. Et donc, merci d'avoir été avec moi, mon cher Corbeau. On se revoit dans la prochaine émission et bonne fin de journée ou de soirée à vous tous. Ok, on va faire ça demain, une petite vengeance. Tu veux m'imposer les gens? Je vais probablement pas parler beaucoup. Je pense qu'on va voir juste toi qui va parler. Les élections présidentielles, etc. aussi, la prochaine. J'ai bien hâte. Demain, hein? Oh oui, demain. Demain. En fait, oui, demain. Exactement. Alors, bonne fin de soirée. On se revoit pas demain. Ben, elle et moi, on va se revoir demain. Et on va peut-être se revoir dans une semaine ou 2. Tout dépendamment de la régisseur. Régisseur. Écoutez, ma soeur est régisseur. Faut bien que je le dise. C'est comme du monde. Alors, bonne fin de soirée. Salut bien.